bonjour à tous. Ravi de vous retrouver donc pour cette session donc du festival Building Beyond. Si vous voulez bien regagner vos places, on va tout de suite enchaîner avec la table ronde et je vais demander aux intervenants de bien vouloir me rejoindre et prendre place. Alors, pour bien respecter le timing, on va démarrer tout de suite. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction donc, de Warm by 2050 Now, qui est un nouveau média du groupe Les Échos consacré à la géopolitique et à la transition climatique. Et j'ai le plaisir d'animer cette session. Donc, je vais d'abord vous présenter mes intervenants, en commençant par ma voisine, donc Isabelle Spiegel, qui est directrice de l'environnement du groupe Vinci. À ses côtés, Jérôme Le Sueur, qui est directeur adjoint en charge de l'enseignement et de la recherche à l'École nationale des ponts et chaussées. À ses côtés, Laurie Barnes-Davin, qui est directrice scientifique et R&D du groupe VICA. Et enfin, à ses côtés, Marc Pasquet, qui est directeur des achats des matières premières du groupe Michelin. Donc vous voyez, trois grandes entreprises qui ont des positionnements différents et du coup ça va être passionnant de les entendre, et un chercheur qui nous parlera notamment d'un master. Alors on a eu une passionnante session d'introduction avec Olivia Lazare qui a déjà parlé de différentes thématiques que nous allons aborder de manière maintenant peut-être un peu plus opérationnelle avec les entreprises pour cette session donc consacrée aux ressources critiques, un changement de paradigme pour les métiers. La première question que je vais poser à chacun d'entre eux, c'est justement une question qui a été évoquée, l'identification des ressources critiques par rapport à leurs activités. Donc je vais d'abord me retourner vers Isabelle Spiegel. Comment aujourd'hui vous identifiez les ressources critiques qui vont être nécessaires à votre activité dans les années qui viennent? Comment vous faites de la prospective sur le sujet pour bien identifier ces ressources sans lesquelles vous n'existeriez plus? Bonjour à tous. Alors merci beaucoup. C'est effectivement la grande question. Hein. Comment on prend ces éléments que nous donne la science sur les limites planétaires, sur les éléments de constat en fait des ressources. J'ai envie de le poser simplement en rappelant qu'aujourd'hui, si on regarde les matériaux, on extrait à peu près sur Terre 100 milliards de tonnes de matériaux chaque année. Il y en a que 7,2 qui sont déjà réintégrés dans l'économie circulaire. Et environ 40 à 50 milliards, 40 à 50%, donc c'est facile, lié à la construction. Donc opérateur de construction, ça veut dire qu'en volume, effectivement, on extrait des matériaux. Mais il y a d'autres éléments qui ont été largement rappelés dans l'introduction d'avant sur l'énergie, l'eau, d'autres éléments critiques. Donc effectivement, c'est un enjeu fort. Si on regarde les jours du dépassement, l'année dernière, mondialement, c'était le 1er août 2024. On est à l'équilibre en 86. Donc ça fait longtemps qu'on le dépasse, mais chaque année, on le dépasse un peu plus. Et en France, on l'a même atteint plus tôt, puisque c'était le 19 avril en 2025, le jour du dépassement. Donc ça veut dire qu'on épuise effectivement les ressources au sens large beaucoup plus vite que les gisements disponibles. Donc on essaie de se baser sur des approches d'abord scientifiques. Donc si je parle de criticité des ressources, c'est d'abord, voilà, ça veut dire quoi, criticité, comment on travaille. Alors par exemple, on travaille avec les ponts, pas que, mais dans le cadre d'un lab recherche environnement qu'on a avec un partenariat avec les 3 Paris Tech, donc les ponts, mines et agro. Le sujet de la criticité des ressources est décortiqué avec des thèses, etc. Et se dire voilà, comment déjà on évalue correctement la criticité pour l'intégrer d'ailleurs dans les modèles des entreprises, des bâtiments, des infrastructures, etc. On va se baser sur des approches de limites planétaires également, de la même manière qu'il y a 5 ans, avant de se doter d'objectifs de décarbonation, par exemple, on avait raisonné en budget carbone pour identifier les leviers d'action, donc en identifiant des leviers technologiques, des leviers de sobriété, par exemple. Alors, si je reviens sur un aspect de matériaux, déjà, donc 40-50% des matériaux en volume sont utilisés dans le secteur de la construction. Donc ça veut dire que depuis relativement longtemps, on a développé des aspects de recyclage de matériaux, donc notamment les granulats, les agrégats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le groupe, on a à la fois à peu près 200 carrières et à peu près 200 plateformes de valorisation. On a une
carrière qu'on appelle désormais la carrière perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'extrait plus de matériaux vierges, mais elle fournit des matériaux recyclés. Mais si on se projette, je dirais, sur les besoins de décarbonation et d'électrification des usages, je vais directement sur ce sujet-là. La décarbonation et la prise en compte du changement climatique a une tendance très lourde pour substituer les fossiles. On va passer par de l'électrification avec une grosse dose d'efficacité énergétique également, mais une grosse dose d'électricité bas carbone. Et donc, ça nous fait poser ces questions dans ces marchés qui sont en forte croissance de voilà, quelles sont les limites physiques aux ressources disponibles, alors, qui ont été largement aussi posées comme contexte précédemment. Donc, l'année dernière, on a décidé de lancer une étude totalement prospective en termes de groupe de travail pour se dire, voilà, prenons 9 ressources, parmi lesquels le silicium, le lithium, les terres rares, enfin, qu'on va trouver plutôt dans les usages d'électrification, parce que je dirais qu'encore une fois, les agrégats, le côté matériaux inertes, on y travaille déjà depuis longtemps et on s'est anticipé. Pour se dire, à l'échelle du groupe, déjà, qu'est-ce qu'il y a comme élément de criticité, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour nous en termes d'activité et de positionnement potentiellement stratégique, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de sécuriser en fait l'accès à ces ressources-là, sachant que dans nos métiers, on ne va pas être du tout producteur de ces ressources, ni même acheteur en fait en direct. Par contre, le côté infrastructure énergétique, c'est des métiers du groupe qui sont en plein développement. On va être opérateur d'infrastructures énergétiques et donc on a besoin de pouvoir anticiper simplement la volatilité des prix en premier niveau, mais peut-être un peu plus loin effectivement là-dessus. Donc la manière dont on a fonctionné, c'était vraiment de poser 9 ressources et se dire c'est quoi les critères de criticité, largement inspirés des travaux et des thèses en fait développées par Ambroise Lachat, notamment côté des ponts. Et puis on a bossé avec un consultant, mais on a mis autour de la table un comité scientifique avec d'autres consultants, d'autres chercheurs, pour se dire, en fait, comme on est en train aussi de tester des méthodes pour se dire comment ça impacte un business comme celui de la construction et des infrastructures, et bien effectivement, on va avancer en marchant et à chaque fois s'assurer en fait d'avoir un bon niveau de prise en compte de la criticité. Le qu'est-ce qu'on en fait, on n'est pas au bout de toutes les analyses et du qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de Vinci. Mais si je fais un exemple sur de la substitution de matériaux de type clinker, et on va l'aborder juste après, en fait pour nous c'est hyper important de connaître suffisamment la chaîne de valeur pour être capable de tisser des bons partenariats avec les fournisseurs et donc encore une fois d'anticiper, d'être sur des raisonnements de temps long pour pouvoir sécuriser pour notre business, quelque part, les approvisionnements futurs. Alors, on va remonter la chaîne, effectivement, c'est logique, avec Laurie Barnes-Davin. Donc, au sein du groupe Vicat, vous, comment vous travaillez, comment vous identifiez ces ressources critiques et quelles sont-elles ? Alors, d'abord, je voulais dire bonjour à tout le monde. Vous avez placé cette anticipation maintenant. En fait, nous, on a travaillé cette anticipation en particulier sur la substitution du clinker il y a 10 ans, voire 15 ans. Et il y a 10 ans, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des solutions sur étagère qu'on pensait pouvoir répondre à la problématique de la décarbonation qu'Isabelle a évoquée, comme par exemple les cendres volantes et les laitiers. Je prends 2 exemples très précis qui, à l'époque, semblaient une bonne idée et qui, aujourd'hui, sont en volume pas une solution pérenne. Juste pour détailler un petit peu, les cendres volantes, elles viennent des centrales thermiques à charbon. En France, il n'y a plus de centrales thermiques à charbon. Les laitiers, c'est un déchet de la production de l'acier. On sait l'état de l'industrie de l'acier en France. On a vu l'actualité dernièrement. Et surtout, on a un taux de recyclage qui augmente au niveau de l'acier, qui fait que ce coproduit va diminuer en volume. Donc c'est pour ça que nous, il y a 10 ans, on a déjà réfléchi à d'autres alternatives qu'on maîtrisait beaucoup plus. Donc on n'était plus dépendant d'un déchet ou d'un coproduit d'une autre industrie. Et cette solution, c'est celle des argiles activées thermiquement. Et aujourd'hui, on a besoin de ces argiles activées thermiquement et on est capable de les produire de manière industrielle puisqu'on vient d'inaugurer notre nouvel outil de production à Nancy pour pouvoir produire des centaines de milliers de tonnes de ce substitut du clinker. Donc vous voyez, même si dans
dans les années 2010, on ne parlait pas autant du CO2 et ce n'était pas aussi prégnant, le groupe Vicat s'était déjà préparé à certains virages. D'accord, avec une substitution totale envisagée, vers quel horizon? Alors la substitution totale, non, parce que le clinker, c'est quand même le principe actif, celui qui donne vraiment sa réactivité au ciment, et c'est incomparable comme réactivité spécifiquement à court terme. Donc les chantiers ont besoin de cette réactivité, donc il y aura toujours un peu de clinker, mais on peut aller à plus de 50% de substitution de ce clinker. Très bien, alors on va continuer ce premier tour de table avec Marc Pasquet, donc un autre secteur industriel, donc avec Michelin. Donc vous fonctionnez assez différemment, j'imagine, dans l'organisation et dans les chaînes de valeur. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, ce travail d'identification des ressources critiques, comment il est réalisé et quelles sont ces ressources qui sont critiques pour votre activité aujourd'hui et dans les années qui viennent? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, peut-être le groupe Michelin, on est dans plus de 140 pays, on gère à peu près 80 sites industriels et on achète des produits qui vont aller de produits biosourcés, type caoutchouc naturel, en passant par des produits fondés sur le pétrole. 60% à peu près des produits qu'on achète sont du pétrole, puis on aura du métal. Alors, la façon dont on identifie les produits critiques, il y a deux, en fait, deux routes qu'on regarde, c'est les produits tels qu'on les achète aujourd'hui. Et là, on va faire une analyse de risque standard, un peu ce que font tous les autres groupes, à savoir est-ce qu'on comprend bien la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'on est autonome, est-ce qu'il y a eu des crises récurrentes, comment on les a gérées. Et ça, on fait toute cette identification, on va dire, d'analyse de risque très standard, et on essaie de se projeter à 10 ans et de voir un peu comment on peut sécuriser cet approvisionnement. Et puis après, comme Vicat et Vinci, on regarde notre roadmap quand on aura atteint 100% de produits renouvelés ou recyclés dans nos produits à 2050. Et là, on se rend compte que les produits critiques sont très différents. Là, on sort des produits critiques type les minéraux de conflit, le cobalt, tout ça, puisque à 2050, nous n'aurons plus ces produits, nous n'aurons plus de produits fossiles. Et là, ça change complètement la logique. On est en train de travailler sur des produits qu'on appellerait critiques qui n'existent pas encore. Comment substituer le sable que nous mettons dans la silice pour baisser la résistance au roulement de nos pneumatiques, donc utiliser moins de carburant dans vos véhicules. On est en train de regarder des sources qui viennent soit d'écorce de riz, donc là on se rapproche de produits biosourcés. Idem pour les élastomères, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur des produits pour remplacer, on va dire, du butadiène qui viendrait du pétrole par des produits qui seraient issus de l'éthanol. Et là, on a toute cette discussion sur est-ce qu'on est en compétition, est-ce qu'il y a une acceptation sociétale par rapport à cet éthanol qui peut être en conflit avec la nourriture, ou est-ce qu'on va partir sur des générations 4 qui sont à base de déchets. Et tous ces produits sont au niveau du laboratoire ou de pilotes tout à fait disponibles. La problématique, c'est comment va-t-on faire émerger ces écosystèmes. Et là, vous voyez que la notion de criticité devient très différente. Donc on travaille sur ces deux horizons de temps pour identifier les produits critiques dans le monde actuel et les produits critiques futurs qui seront nécessaires pour être complètement biosourcés ou recyclés à 2050. Très bien. Alors, on va revenir sur différents points que vous avez évoqués lors de votre intervention, mais je voudrais maintenant donner la parole à Jérôme Le Sueur. Donc, ce sujet, il est évidemment très important et, comme l'a dit Olivier Lazare, il est de plus en plus important, à tel point que vous avez décidé à l'ENPC d'y consacrer un master qui va démarrer dans quelques mois. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce master et les raisons qui vous ont poussé justement à le créer? Oui, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. À l'école des ponts, en fait, on travaille depuis longtemps avec beaucoup d'industriels, donc en particulier nos partenaires autour de cette table, mais bien d'autres, sur des aspects qui tournent autour de l'industrie, de la construction, bien évidemment, de la data, sur des tas de sujets. Et en fait, les matériaux critiques, on peut se demander comment sont-ils critiques et pourquoi sont-ils critiques. Ils peuvent être critiques parce qu'ils sont rares, ou parce qu'on a du mal à y accéder, CF la géopolitique en ce moment. Ils peuvent être critiques parce que les routes par lesquelles ils passent ne sont pas optimales ou peuvent être coupées, par exemple. Donc ça, c'est d'autres types de sujets. Et puis, ils peuvent être aussi critiques parce que la façon dont on les met en œuvre, en fait, n'est pas complètement optimale. Et on s'aperçoit que c'est un sujet très vaste.
Et donc on a décidé, sous l'impulsion de Louis-François Duret, qui est là et que je salue, et de Clive Gallery, de proposer aux professionnels un master spécialisé à vocation assez large, puisque tous ces sujets en fait sont imbriqués. Et si je peux me permettre, il y a trois grands groupes de cours ou de propositions de cours qui sont faites. Une autour de la criticité telle que je l'ai dit, dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la géopolitique, les matériaux, le raffinage, etc. Un autre groupe, et à mon avis c'est essentiel, autour de l'éco-conception. En fait, le meilleur matériau critique, c'est celui qu'on n'utilise pas. Donc la conception, la façon de penser les systèmes, toute l'innovation, c'est un gisement pour sortir de la criticité qui est vraiment très important. Et le troisième pilier, qui a déjà été évoqué un peu, en particulier par Isabelle, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire et le recyclage. Il y a des mines, on le sait, dans nos poubelles, dans nos déchets, dans les sols aussi, parfois. Et donc, penser dès le départ des matériaux dont on va faire un usage sobre, d'une part, et qu'on va pouvoir recycler avec une analyse du cycle de vie avant de commencer les études. Voilà les trois piliers de ce master. Et petit coup de publicité, il est encore temps de s'inscrire. C'est la première session qui s'ouvre, je crois, jusqu'au 30 mai. Donc c'est à destination des managers, des gens qui sont dans les achats, dans les supply chains, évidemment, mais pas seulement, aussi dans l'innovation. Voilà. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une slide, donc je ne sais pas si la régie peut l'envoyer. Ah oui, il y avait une belle slide de pub. Voilà, un peu de teasing en vous disant que c'est une magnifique slide. Voilà. Je vous laisse la commenter. Le suivant, ça c'est la suivante. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, vous avez tout. Et donc vous avez, en fait, ce master spécialisé, il est vraiment construit avec des partenaires. Donc il y a 3 qui sont autour de la table, mais d'autres aussi, pour coller vraiment aux enjeux, aux besoins de notre écosystème industriel. Alors, Jérôme Le Sueur, vous avez évoqué l'importance de l'innovation, et notamment dans l'éco-conception, et je voudrais qu'on revienne un peu sur cette thématique avec vous, notamment Laurie Barnes-Davin, puisque c'est un sujet que vous traitez évidemment au sein du groupe Vicat. Comment vous l'abordez, comment vous travaillez sur ces sujets, donc comment l'innovation permet de favoriser la substitution? Alors, on a prononcé le mot d'éco-conception. Nous, en R&D, c'est un des piliers centraux. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas le projet sans déjà penser à comment on va recycler le produit qu'on va mettre au point. Donc malheureusement pour Michelin, par exemple, je ne mettrai pas de petits bouts de pneumatique dans mon béton parce que à la fin de la vie du béton, c'est un peu compliqué de séparer ces éléments-là. Et si je veux pouvoir l'envoyer sur une carrière perpétuelle comme chez Vinci, il vaut mieux que j'évite d'avoir un composé compliqué. Donc voilà. Après, dans l'éco-conception, on a parlé de substitution de matériaux, de clinker en particulier, de granulats recyclés. Et pour rebondir sur ce que Jérôme a dit, on parle aussi d'économie de matière, parce que, comme vous l'avez dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est un travail qu'on est en train de monter avec l'école des ponts, et je vois qu'un des chercheurs, Romain Ménil, est présent. C'est un peu bizarre peut-être pour un producteur de ciment et de béton de penser à comment je vais vendre moins de béton et moins de ciment. Mais notre modus operandi, c'est de dire c'est le bon produit, le bon béton au bon endroit et en bonne quantité. Isabelle, vous vouliez réagir? Alors, on est complètement d'accord puisqu'on prône effectivement le bon matériau au bon endroit. En bonne quantité, c'est évident. Donc la démarche d'éco-conception, elle est évidente. Hein. C'est d'abord mettre moins de matériaux. Ça, c'est la meilleure économie. Et c'est ce qui nous permet effectivement de préserver déjà une certaine quantité de ressources. Donc on a un certain nombre de réalisations. Je pense par exemple à une digue de protection de l'aéroport de La Réunion, sur lequel on a utilisé une solution qui met 2 fois moins de béton
Donc c'est des blocs en fait dont le design est fait avec des trous concrètement, une épuration. Donc il y a 21 000 mètres cubes de béton qui sont économisés, on va dire, ou non consommés ici, ou encore à Optipoutre, qui est une poutre avec là encore des espaces vides. Donc on coule le béton avec du vide qui a été mis en œuvre à plusieurs reprises, mais là en ce moment par exemple sur les halles cœur de ville de Nogent-sur-Marne en région parisienne, donc il fait des économies d'à peu près 20% de béton et donc voilà, autant de CO2 à peu près. Donc ça c'est effectivement le premier niveau. Et sur le béton bas carbone, je dirais, nous on est complémentaire à Vicat dans le sens où on n'est pas producteur directement ni de ciment clinker ni d'autres matériaux et très très peu de béton finalement, même dans les centrales à béton la plupart du temps c'est sous-traité. Et donc la substitution des matériaux pour aller chercher du bas carbone se fait de pair nécessairement avec la circularité pour les raisons qui ont été évoquées. Et ça veut dire qu'on va être obligé de formuler en fait différemment le béton en fonction des zones géographiques, simplement, en fonction de la disponibilité de ces ressources secondaires qu'on va aller chercher. Donc oui, en Europe, des cendres volantes, il n'y en a quasiment plus. Du laitier de haut fourneau, il y en a pour 15% des usages. Donc ça veut dire que dans notre logique de partenariat, une fois qu'on est un peu mature là, c'est-à-dire que technologiquement on sait faire du béton sans clinker ou avec beaucoup moins de clinker et d'autres substituts, la logique pour un acteur comme nous économique, c'est de trouver les bons partenaires, les bons approvisionnements en fonction des zones géographiques. Et donc ça veut dire qu'on a par exemple ici chez Léonard, on incube, on accueille 2 startups, une qui s'appelle Materup, qui est votre partenaire également je crois, qui travaille sur l'argile crue, et puis une autre qui s'appelle Géoclay sur l'argile calcinée. C'est juste 2 exemples, mais on va travailler en fait avec différents acteurs économiques pour là encore développer les bonnes technologies et être capable de massifier en fait ces solutions qui sont plus économes en carbone mais en ressources également. Donc des solutions finalement de plus en plus locales dans la mesure du possible pour préserver les ressources et s'adapter surtout aux ressources présentes dans l'environnement. Oui, tout à fait. Et je dirais que ça peut même aller plus loin parce que dans certains cas, mais ça veut dire qu'on doit dépasser certaines barrières liées au problème du recyclage. Pour certains, avoir quelque chose de seconde main, c'est potentiellement de moins bonne qualité. Enfin, il y a un risque de qualité moindre et donc on attend un coût différent. Et il nous faut dans nos métiers dépasser complètement ça, alors surtout quand on est en plus sur des matériaux de type inerte. Et donc, on a eu une approche marketing en lançant une gamme de produits qui s'appelle OGEO, mais qui, quelque part, vend du matériau performant. Donc, c'est des granulats qui sont d'origine locale. C'est-à-dire qu'en gros, on explique à notre client, laissez-nous faire le bon mix de matériaux entre du vierge et du recyclé, mais en fonction des propres gisements. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va pousser plus fortement parce qu'on a des gisements de déconstruction, de matériaux escavés, etc., qui fait qu'on peut augmenter plus fortement la part de recyclé. D'autres dans lesquels c'est un non-sens parce qu'il y aurait trop de transport en fait, pour faire amener une forte proportion de recyclé. Donc cette adaptation locale nous permet par contre au global d'augmenter la part de recyclé, mais en le disant moins, enfin en le marketant moins comme ça auprès du client pour vendre d'abord du performant et du local en second plan. Marc Pasquet, alors vous évoluez sur un marché mondial avec des chaînes de production qui sont mondiales. Donc est-ce que vous aussi, la tendance c'est l'innovation et de chercher, de s'adapter plus à des gisements locaux ou est-ce que c'est pas du tout dans le fonctionnement du groupe ? Si, alors je vais peut-être recommencer avec un peu d'histoire. Enfin, Michelin est connu pour son innovation depuis plus de 130 ans, puisqu'on a quand même inventé beaucoup de produits que vous utilisez sans le savoir. Donc, par exemple, le pneu radial en 1946, qui a permis, comme vous le disiez, de réduire la masse qu'on mettait dans un pneumatique. Par la suite, on a mis la silice, qui permettait aussi de moins utiliser de carburant. Et on a aussi beaucoup travaillé pour que nos produits s'usent moins vite que les concurrents. Donc, s'ils s'usent moins vite, ils durent plus longtemps, ils coûtent peut-être un peu plus cher à l'achat, mais sur le long terme, ça coûte beaucoup moins cher avec des pneus que vous pouvez réutiliser. C'est-à-dire vous pouvez les recreuser, vous pouvez les recuire, et vous avez jusqu'à 4 vies. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui sont dans notre ADN depuis des années, et que nous mettons en œuvre, et qui nous permet vraiment de nous différencier, surtout pour mettre moins de matériaux dans les produits, ce qui nous différencie vraiment de nos concurrents. La deuxième chose qu'on a fait, c'est aussi de travailler depuis plus de 15 ans pour aider les utilisateurs à comprendre l'usage du produit pour mieux l'utiliser et moins
l'user. Et donc, ça a été toute la partie service, accompagnement des services que nous avons fait, la télématique que nous avons mis dans les véhicules pour aider nos clients à optimiser l'usage des produits. Donc là, on a vraiment travaillé sur la partie, on va dire, aval au niveau du client, pour dire, voilà ce qu'on arrive à vous apporter qui va avoir un impact positif sur votre carbone footprint, enfin sur votre... Maintenant, sur la deuxième partie qui est l'éco-conception, ça on le fait toujours. C'est-à-dire que dès qu'on lance une nouvelle gamme de produits, on s'assure que ça va utiliser moins de matériaux, que ça aura un impact positif par rapport aux produits précédents qu'il remplace. Ça, c'est indispensable. Et quand nous faisons ce travail avec la R&D qui définit finalement un cahier des charges de produits, nous, on les accompagne pour dire, ben voilà comment, par rapport aux matériaux qui sont disponibles, la façon dont on pourrait contribuer encore plus à abaisser soit les émissions de CO2, ce qu'on appelle le scope 3 de Michelin, qui est quand même presque 4 fois plus important que le scope 1 et 2 de Michelin. Donc c'est juste pour vous dire que c'est indispensable qu'on travaille avec nos partenaires pour réduire ces émissions de CO2, voire pour commencer à introduire des produits qui sont soit un peu plus localisés, soit un peu plus innovants. Et c'est là où finalement, quand on regarde la façon dont on travaille, il faut qu'on trouve des produits qui soient bien sûr compétitifs, qui nous permettent d'avoir cette résilience. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame Lazare juste avant, mais la résilience, c'est-à-dire être capable de faire opérer les usines Michelin dans chaque time zone. On est présent en Chine, on est présent en Inde, on est présent dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Amérique. On ne peut pas être sujet à toutes ces tensions géopolitiques. On ne fait pas de politique. Il faut qu'on arrive à trouver le meilleur moyen de faire opérer ces opérations. Et ça veut dire que la sustainability ou l'éco-conception nous permet des fois d'identifier des innovations, et c'est ça que nous prônons, pour nous aider à être encore plus résilients. Donc c'est vraiment cette équation qui est clé, c'est de faire tout fonctionner en même temps qu'on définit l'éco-conception de nos produits. Alors Isabelle Spiegel, vous avez dit c'est pas toujours évident en même temps quand on utilise des produits recyclés. Il y a encore un message qu'il faut faire passer entre produits recyclés et performance. Est-ce que c'est un point auquel vous êtes encore tous confrontés, cette difficulté à ce niveau-là? Laurie. Non, mais moi je rejoins Isabelle. Le cas des granulats de béton recyclés. Quand on va voir le client, souvent on nous dit tu veux, excusez-moi de l'expression, tu veux me refiler du vieux béton, je veux un béton moins cher, quoi. Alors qu'il y a quand même du savoir-faire dans la préparation de ces granulats. Il y a de l'énergie quand même, il ne faut pas le cacher. Le béton recyclé, ce n'est pas forcément moins impactant qu'un granulat naturel en termes de CO2. Par contre, c'est effectivement moins impactant en termes de ressources naturelles, d'impact sur les ressources naturelles. Donc voilà, oui, il y a encore de la pédagogie à faire, mais bon, alors nous, on fait un peu le parallèle qui est peut-être capillotracté, mais on dit quand vous achetez du bio, par exemple, vous êtes prêt à acheter un peu plus cher. Donc, est-ce que votre volonté d'aller vers l'économie circulaire, ça ne vaut pas le coup de faire un effort sur ça? Mais je voudrais bien entendre Isabelle sur ce sujet-là aussi. Effectivement, moi j'ai envie de lier très vite ce sujet-là avec le sujet économique et peut-être la capacité des clients à payer un peu plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, on a la chance dans les métiers des infrastructures à avoir plutôt des chaînes d'approvisionnement locales. Alors, c'est pas sur l'ensemble des matériaux, mais on a encore de l'approvisionnement local. Donc, on va être proche du territoire, etc. Mais ça veut dire que quelque chose va être rentable à une échelle locale dans une région et pas nécessairement dans une autre. Et encore une fois, parce que ça dépend. Il y a un poids finalement dans le coût du transport et de la logistique et du stockage qui entre en compte. Donc, pour réussir à être économiquement viable, je pense à du réemploi par exemple, il faut atteindre des capacités suffisamment importantes. Mais c'est vrai que le réemploi, si je parle de ça, on commence à vraiment bien le voir se développer en France. Alors c'est aussi poussé par des avantages réglementaires poussés par la RE 2020, mais pas que. Et c'est vrai que pour une entreprise comme la nôtre qui ne faisions pas tellement de logistique, c'est la clé qui nous a permis de développer beaucoup plus fortement le réemploi. Et donc de connecter via la logistique les entités du groupe qui font de la déconstruction et donc qui sont capables de décortiquer, de curer un bâtiment avec des équipements qui vont pouvoir être employés, d'autres qui vont pouvoir être recyclés, des équipements, matériaux, etc. Les stocker
et les remettre en œuvre dans les métiers de la construction spécifiquement ou de l'énergie avec des chemins de câbles, etc., etc. Et donc ça, c'est des clés qui nous permettent de répondre. La capacité à la fin au client final aussi de payer plus pour le démarrage ou certains matériaux, elle est très très variable, ce qui fait que nous on l'approche sur le marché en se disant il faut offrir le choix au client. Donc si je reprends la route 100% recyclée par exemple, on a fait une portion d'autoroute sur la 10 100% recyclée. Ok, on est chez nous, c'est Vinci Autoroute, des travaux faits par Vinci Construction, filiale Eurovia. À un moment donné, pour se dire, voilà, faut aller au fond des choses, c'est-à-dire faut savoir techniquement si c'est faisable, combien ça coûte et quel est le bilan environnemental. L'optimal économique et environnemental, il est plutôt à 70%. Ok, donc ça c'est ce qu'on prône. Mais le client qui dit, écoutez, moi le 70% dans telle région, il coûte un peu trop cher, ok, on vous fait le même prix et peut-être qu'il a 45% de recyclé. C'est toujours mieux que la moyenne française qui est à 25%. Donc, je pense que, nous, c'est l'approche qu'on a beaucoup, c'est finalement d'offrir une gamme de produits. C'est pareil, le béton bas carbone, on a du bas carbone, très bas carbone, ultra bas carbone. Le ultra bas carbone, on l'a vendu sur des projets exemplaires, Village des athlètes olympiques, Société du Grand Paris. Donc, ça, il y a certains clients donneurs d'ordre, publics en l'occurrence ici, qui acceptent de payer pour avoir un projet qui va le plus loin possible avec un fort taux de décarbonation, parce qu'on atteignait plus de 80%. Et puis, il y a tous les autres, et dans lequel nous on a plutôt l'approche de on laisse le choix, c'est-à-dire on vous dit techniquement ce qui est faisable et par contre vous pouvez choisir le curseur de plus ou moins circulaire, plus ou moins bas carbone en fonction du prix. Ce qui nous permet d'avoir des approches très différentes dans un pays mature comme la France ou en Europe qui est aussi poussé, je dirais l'autre argument c'est aussi vous êtes légèrement en avance de phase par rapport à la réglementation. Alors que dans d'autres pays, effectivement, quand la réglementation n'est pas encore là, ne pousse pas, etc., on est plutôt, on vous fait du bas carbone et du circulaire au même prix. Cette question du prix chez Michelin, vous y êtes aussi forcément confronté. Comment ça se passe ? Alors, on y est confronté. Alors, tout d'abord, la chance qu'on a, c'est qu'il y a plus de 20 ans, on a mis en place une chaîne où on arrive à récupérer à peu près 90% des pneus en fin de vie. Donc, c'est assez phénoménal. Et vous regardez en Europe, c'est organisé. En Amérique du Nord, c'est un marché libre, mais on récupère pratiquement 85% des pneus en fin de vie. Et ça, c'est un gisement phénoménal pour la conception de nos produits dans le futur. Alors la difficulté maintenant, c'est quand vous prenez ce produit, comment pouvez-vous le retransformer pour le réinjecter dans vos process ? Actuellement, on est à 30% de produits renouvelés ou recyclés dans l'ensemble des produits que nous mettons sur le marché, 30%. On a l'intention d'être à 40% d'ici 10 ans et à 100% d'ici 2050. Ça, effectivement, ça coûte plus cher. Mettre un produit, un pneu usagé dans un nouveau produit, c'est extrêmement compliqué. Donc, on est en train de faire 10 partenariats, on a 10 partenariats avec le CNRS, on est en train de regarder différentes veines technologiques, mais ce sont des chaînes d'approvisionnement qui n'existent pas encore. Elles existent au niveau du lab, elles existent au niveau du start-up. Par contre, être capable de faire un scale, de les monter en compétences et d'être capable de traiter avec une entreprise comme Michelin, avec plus de 80 sites mondiaux, ça c'est extrêmement compliqué. Donc ça coûte cher, c'est pas facile, et on est en train d'essayer de le mettre en place. On va travailler avec du carbone black qui sera recyclé. Quand vous faites ça, quand vous faites de la pyrolyse d'un vieux pneu, vous récupérez une huile qui est très proche du brut, qu'on peut soit mettre dans des élastomères, soit mettre dans des résines, mais qui peut aussi partir dans le fuel. Donc il y a une véritable compétition avec d'autres voies de valorisation de ces produits. Et c'est là où je vous disais en introduction, c'est ce qu'on appelle des matières premières critiques. L'écosystème n'existe pas et il y a une forte compétition et il y en a pas assez pour tout le monde. Et tout le monde a le même objectif. Vous allez voir des pétroliers, ils n'ont qu'une envie, et c'est de mettre des produits qui viendraient de produits recyclés dans l'essence qu'ils vont vous vendre, parce qu'il y a une réglementation, et c'est subventionné. Quand moi je vais aller voir un client, on va dire B2B, il va peut-être comprendre l'intérêt de mettre des produits recyclés ou renouvelés. Quand on va aller voir un consommateur final, alors j'aime beaucoup la référence au bio, mais il n'y a pas beaucoup de consommateurs finaux qui comprennent ça et qui sont prêts à payer entre un produit qui viendrait de sources fossiles ou recyclées. On n'arrive pas encore à passer ce message. Comme on n'arrivait pas vraiment à passer le fait que nos pneumatiques permettaient de réduire la consommation d'essence. Donc ça, c'est toute une transformation qu'on doit faire pour être capable que les consommateurs,
que les donneurs d'ordre arrivent à le valoriser. Et ça passera par de la réglementation. Pas d'autre solution que la réglementation. Ça va être très difficile s'il n'y a pas de réglementation. Et le problème, c'est qu'on est dans un contexte où la réglementation est très mouvante, donc la visibilité long terme n'est pas forcément assurée. Jérôme Le Sueur, vous, vous l'avez indiqué, dans le master, évidemment, l'économie circulaire sera un des piliers de ce master, un élément très important. Donc, comment vous l'abordez et notamment cette question où l'économie circulaire, c'est pas encore toujours facile à vendre, entre guillemets, si je peux dire. Est-ce qu'avec les nouvelles générations, vous pensez que les choses évoluent et comment vous allez travailler dans ce sens? Certainement, elles évoluent. On a une jeunesse qui baigne maintenant depuis plusieurs années dans un environnement où les questions de durabilité, de soutenabilité, voire de modèle économique sont vraiment très présentes. Alors, ce n'est pas présent chez tous les étudiants, mais on sent monter peu à peu ces préoccupations. Donc, quand ils viennent à l'école des ponts, que ce soit en cycle ingénieur, en cycle master, ou bien dans les masters spécialisés, ils ont en tête que ces préoccupations ont des sources physiques, des sources techniques, et on est là en tant qu'école d'ingénieurs pour apporter des solutions, mais aussi des sources organisationnelles, des sources, comme on a dit, d'éco-conception. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est, dans ce master, mais aussi plus généralement dans nos formations, de faire en sorte que nos étudiants soient exposés non seulement aux aspects techniques, et ça c'est vraiment important, je redis et ça a été dit aussi autour de cette table, hein, l'innovation, c'est un marqueur essentiel pour diminuer la criticité soit de certains produits, soit de certains matériaux, soit de certains process. D'accord ? Donc on veut garder des éléments très forts techniques, et le fait qu'on ait des 12 laboratoires nous aide en ce sens. On travaille, vous avez évoqué les poutres évidées, par exemple, qu'on travaille avec vous, ou bien les bétons bas carbone, ou bien la supply chain avec Michelin. Et puis le deuxième aspect, et ça prend un petit peu de temps, c'est d'avoir une vision économique, une vision beaucoup plus systémique, parce que le recyclage, comme ça a été bien évoqué, ça fait appel à des ressorts qui sont bien au-delà de la matière elle-même. Et donc, par exemple, tous les étudiants de l'école des ponts, aujourd'hui dans le cycle ingénieur, doivent passer par un cours d'analyse du cycle de vie. Il y a une semaine spéciale tous les ans autour de ces sujets, etc. etc. Voilà. J'insiste sur le fait que ce sont des compétences nouvelles. D'habitude, dans les écoles d'ingénieurs, on avait d'un côté les compétences techniques, puisqu'on appelait les soft skills, qui étaient plutôt le management, une approche économique, la façon d'être. Et en fait, on voit apparaître de plus en plus ce troisième aspect, qui est un aspect systémique, comprendre le monde et comprendre l'ensemble des interdépendances. Quand on parle d'industrie, quand on parle d'infrastructure, ou quand on parle de données aussi, on l'avait évoqué tout à l'heure. On va y venir. Merci. Alors effectivement, une question, parce qu'Olivia Lazare, tout à l'heure, dans les ressources critiques, elle a parlé évidemment, elle a parlé d'énergie, elle a parlé d'eau, elle a parlé de terres rares et autres minerais, et puis elle a parlé de la data. Donc pour l'instant, on n'en a pas tellement parlé, à part avec Jérôme Le Sueur. Donc je voudrais un peu savoir si les trois entreprises présentes, est-ce que les data, c'est quelque chose que vous identifiez, vous, dans vos entreprises, comme une ressource critique, et comment vous les approchez? Je peux commencer. Je n'ai pas dépeint toute l'activité autour de l'économie circulaire de Vicat, mais juste pour le replacer, nous, on a 7 sociétés qui font de l'économie circulaire dans le monde, dans les 12 pays où on est présent. On est un business local et on est en train de se couper de la dépendance aux fossiles grâce aux déchets qu'on trouve sur les territoires où on produit. L'énergie, elle est là, mais elle est variable suivant le déchet qu'on reçoit, la quantité de déchets qu'on reçoit, et les cendres que ces déchets produisent ont une influence sur notre produit final.
toute cette variabilité-là, il faut qu'on arrive à la gommer pour qu'au bout du bout, on ait un produit qui ait toujours les mêmes spécificités. Notre client, il attend de la régularité. Ça veut dire que on a des tonnes d'analyses chimiques, on a des tonnes d'analyses de PCI, excusez-moi, de pouvoir calorifique inférieur ou supérieur, comme vous voulez. Mais en tout cas, on a une multiplication de ces données d'entrée. On a plein d'entrants. Et c'est vrai que, depuis quelques années, dans mon équipe, j'ai un data scientist. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes ces données-là, on arrive finalement à faire de la modélisation, du prédictif, pour se dire, si je rentre toutes ces matières premières qui proviennent de mon activité d'économie circulaire, comment est-ce que je fais pour, à la fin, produire toujours le même produit? Et ça, donc, on a les matières premières et comment le process va réagir. Et c'est vrai qu'on est assez content parce qu'on arrive à avoir des fiabilités de modèles prédictifs assez intéressantes. Donc voilà pour nous. En tout cas, on sait qu'on a une mine de données avec notre process et on commence à savoir comment l'exploiter. Chez Michelin, la data, alors, une ressource c'était une critique. question, non mais c'était très intéressant, ce que disait Olivier Lazare juste avant était très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu quand on parle de ressources critiques. En fait, on n'en parle pas alors que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Alors tout d'abord, nous, on a fait tout ce travail pour identifier c'était quoi les datas qui étaient critiques pour nous. Et là, c'est parti sur ce qu'on appelle les distinctive capabilities, donc les compétences distinctives qui nous permettent d'avoir quelque chose unique qu'aucun de nos concurrents pourrait obtenir, même s'ils mettaient des milliards sur la table. Donc ça, c'est vraiment unique. Et donc ça peut aller de choses comme j'ai une formule spécifique pour faire un produit, je comprends le comportement de mon pneumatique avec le véhicule, avec la route. Ça, ce sont des données, la mise en forme de ces données est critique et ça, on veut les garder en interne. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si je reviens sur l'aspect data critique et sur une discussion qu'on a avec M. Le Sueur, quand on a commencé à essayer de comprendre la criticité de nos chaînes d'approvisionnement, donc là, je sors de l'environnement Michelin, notre know-how. Ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a tous vécu le Covid et on s'est tous retrouvés à un moment à se dire tiens, on ne trouve plus de Doliprane parce qu'en fait, il y avait plusieurs chaînes d'approvisionnement. Puis il y avait un petit précurseur qui était fait dans une petite usine, dans une partie du monde, qui était coupé du reste, et vous en parliez tout à l'heure, avec une chaîne d'approvisionnement qui ne fonctionnait plus. Donc on a fait tout ce travail. On met à peu près 250 produits pour faire une recette de pneumatique. C'est un énorme gâteau avec 250 produits. Ces 250 produits, ça va toucher à peu près, on va dire, 1000 à 2000 sites fournisseurs à travers le monde, qui eux-mêmes vont utiliser 2 à 3000 sites fournisseurs. Donc là, vous remontez, vous êtes à peu près à 10 à 15 étapes du brut que vous avez transformé. Donc vous avez une raffinerie, puis vous faites du textile, vous mettez ce que vous avez sur votre chemise, on en met un peu dans les pneus, du PET. Et là, ce qu'on a été obligé de faire pour comprendre nos chaînes d'approvisionnement, c'était d'utiliser des modèles de Gen AI pour comprendre où étaient fabriqués ces produits. Est-ce qu'il y avait des produits qui étaient critiques parce qu'il n'y avait qu'un seul pays ou qu'un seul site ou qu'un seul fournisseur qui le fabriquait dans le monde. Et les données sont tellement complexes que vous ne pouvez plus le faire simplement avec un tableau Excel et en vous appuyant sur la compétence. Donc on a essayé d'améliorer le département technique en leur apportant, avec l'aide de plusieurs data scientists, une aide en utilisant des outils type GenAI. Donc ce n'était pas ChatGPT qu'on a utilisé, c'en était un autre, Perplexity, pour ne pas le nommer parce que ça nous donne la référence. Et là, ce qu'il y avait d'intéressant, et je reviens sur ce que disait Olivier Lazare, c'est que quand vous avez transféré toute une industrie dans un seul pays, et on ne s'en rend pas compte, mais finalement, vous n'avez que des publications qui viennent que de ce pays. Et ça biaise complètement l'analyse que va vous sortir votre intelligence artificielle. Et là, c'est tout le travail qu'il faut faire avec vos équipiers pour leur dire « N'ayez pas une confiance aveugle dans ce qui est en train de sortir de l'intelligence artificielle, parce que ça peut être des hallucinations, vous avez l'impression que c'est que fait ici, parce que vous n'avez qu'un seul pays qui a publié depuis 15 ans, parce que votre industrie a disparu. » Et donc, c'est tout ce travail de compétences qu'on est en train d'essayer d'identifier avec l'École des Ponts pour se dire comment peut-on améliorer finalement l'identification des chemins critiques d'approvisionnement en remettant finalement au cœur du système les compétences de nos équipiers qui vont utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Donc c'est une réponse un peu longue, mais c'est quand même assez phénoménal ce qu'on est en train de vivre, et on se rend compte que la donnée,
le pays qui la publie ou qui la détient peut complètement transformer la lecture qu'on se fait du monde. Isabelle, chez Vinci. Et moi, de façon très courte, simplement, oui, je vous parle d'efficacité énergétique, par exemple. Hein, donc, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas ou qu'on ne consomme pas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'analyse de données, la prédiction, etc., l'ajustement dans un bâtiment, hein, comme celui-ci, comme plein d'autres, même si on a déjà une gestion technique du bâtiment optimisée, on trouve encore, quand on analyse de façon plus fine, des poches d'économie de 20 à 30%. Voilà, donc ça, tous les jours, je dirais, il faut continuer à le déployer pour l'analyser. L'autre niveau, c'est effectivement, moi je parle beaucoup d'analyse, de s'approcher sur des bases scientifiques, c'est-à-dire l'environnement. Quand on veut l'adresser, le carbone et le changement climatique, lui, c'est un impact global. Donc tout le monde, partout dans le monde, peut compter à peu près de la même manière, hein, Scope 1, 2, 3, etc. Il y a quelques différentes interprétations, mais globalement, on compte et on parle de la même chose. Tout le reste, c'est du local. C'est-à-dire que la réponse va être, ça dépend du territoire, ça dépend aussi, ça dépend de ça. Et donc, pour prendre des décisions informées, parce que c'est bien ça qu'il faut qu'on fasse en tant qu'acteur économique présent aussi dans 120 pays, etc., c'est d'être capable d'apporter des analyses, de mesures d'impact, etc. Et donc, on va faire analyser en fait ces données, ces éléments scientifiques, etc., le plus possible. Et ça fait partie effectivement de mon quotidien, c'est-à-dire d'apporter le minimum d'informations scientifiques, solides, etc., pour être capable après de décider avec toutes les incertitudes qu'on a. Donc, on a besoin de modèles, on travaille avec des chercheurs, etc., là-dessus, mais pour garder cette base de prise de décision, en fait. Jérôme Le Sueur, sur cette vision de la data, qui est effectivement, on en parle assez peu, et c'est pour ça que c'était intéressant que Olivier Lazare l'évoque tout à l'heure, qui est aussi une ressource critique avec toutes les difficultés comme celles qu'on vient d'entendre évoquer notamment chez Michelin. Vous, quelle est votre approche ? Forcément, dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, le numérique, la data, c'est au centre de l'attention. Peut-être on peut distinguer plusieurs choses. Il y a la donnée elle-même, sa qualification, vous l'avez évoqué, Monsieur Pasquet. Et on peut, par exemple, en aparté tout à l'heure, je vous parlais de ce qui se passe avec le désengagement américain sur certaines datas. Il se trouve qu'on a des laboratoires à l'école des Ponts qui travaillent sur le climat, sur les modèles, par exemple les modèles climatiques qui sont à l'origine de certains travaux du GIEC. Et on s'aperçoit que ces grandes banques de données sont beaucoup gérées, voire alimentées, mais surtout gérées par les États-Unis d'Amérique. Et dans le contexte actuel, c'est assez critique. On ne peut plus suivre, par exemple, des données temporelles de certaines bouées, ou de 40% des bouées qui donnent des températures mondiales, par exemple, des températures marines, pardon. Donc voilà, la donnée en elle-même, on sensibilise nos étudiants sur le fait que sa qualité, c'est l'alpha et l'oméga. C'est pas de l'avoir. Évidemment, chaque ordinateur peut donner une data, c'est sa qualité. La deuxième chose aussi, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles techniques numériques, ce qu'on appelle le machine learning en bon français. Ça, c'est vraiment, ça révolutionne en fait les sciences, et toutes les sciences. Ça révolutionne les sciences des matériaux pour en faire de nouveaux. Ça révolutionne toute la recherche opérationnelle, par exemple, pour optimiser des procédés, etc. Donc ça, forcément, tous nos étudiants maintenant passent par ces apprentissages. Et puis il y a le troisième pilier de ce qu'on appelle l'IA. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, disons les grands langages de modèles. Et ça permet de faire des choses nouvelles. Ça a été évoqué pour Michelin, c'est-à-dire qu'on peut faire des scénarios. Et ça, c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces structures gigantesques, faire des scénarios et ensuite utiliser les modèles standards pour voir comment nos systèmes réagissent à ces scénarios. Ça, c'est une ouverture énorme et on travaille avec beaucoup de partenaires là-dessus. Et là encore, nos étudiants sont à la pointe sur ce sujet. Alors, une question maintenant sur l'enjeu géopolitique, puisque en ce moment, on vit des temps agités, des périodes transactionnelles, des deals qui se font, qui ne se font pas, et les cartes sont en train d'être redistribuées au niveau mondial. Et évidemment, pour les ressources critiques que l'on évoque, c'est un sujet capital. Alors, Marc Pasquet, chez Michelin, forcément, vous êtes impacté.
En quoi cela vous impacte et comment surtout vous vous adaptez à cette nouvelle donne qui est en train d'émerger? Comment on garde la vision du temps long quand les temps immédiats sont aussi complexes? C'est une question difficile. Déjà, il faut bien travailler sur soi. Il faut bien prendre soin de soi, je vous le dis, dans le monde actuel. Moi, j'étais aux États-Unis lors de l'annonce de M. Trump du jour de la libération. Ça nous a tous un peu sidérés parce qu'on ne pensait pas que ça allait arriver avec cette magnitude et on ne pensait pas que ça viendrait des États-Unis. Donc c'était très intéressant. Et M. Lussueur parlait des scénarios. C'était des scénarios objectivement dont on avait parlé mais qu'on n'avait pas forcément identifié comme probables. Donc on n'avait pas passé beaucoup de temps là-dessus. Et donc quand vous avez ce monde qui devient de plus en plus complexe, vous parlez de géopolitique, de risques géopolitiques. Donc Russie, Chine, États-Unis, vous avez des risques réglementaires. Vous voyez maintenant beaucoup d'exportations vers les États-Unis, et c'est sur le site web d'ailleurs du gouvernement américain qui sont, on va dire, qui partagent avec vous des inspections sur le travail forcé, sur les matériaux critiques. On a des clients qui viennent nous dire: est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de terres rares dans vos produits? Parce qu'il y a une loi d'exportation chinoise qui interdit qu'on envoie des terres rares ailleurs. Et ça, ce sont on va dire, des défis que nous n'avions pas identifiés, même lorsqu'on est rentré dans la crise du Covid ou dans l'Ukraine. Et en fait, le monde est en train de se complexifier à une vitesse qui est juste phénoménale. Alors, la recette, c'est déjà, il faut prendre un peu de recul. Il ne faut pas perdre son sang-froid. Parce que si vous surréagissez, vous pouvez prendre des décisions sur, vous le voyez avec l'histoire des tarifs. Les tarifs ont été mis en place. Ils ont été annulés sur certains pays du lendemain. Et là, on vient d'apprendre qu'il y a une pause de 90 jours entre les États-Unis et la Chine. Il y avait des taux de douane qui étaient à hauteur de 150%, juste pour vous donner une idée. Donc si on avait changé toute notre chaîne d'approvisionnement, alors que ça prend pratiquement 2 mois pour amener les produits, enfin c'est juste incroyable. Et pour réindustrialiser d'un pays à l'autre, on l'a vu en 2018, quand les premiers tarifs sont arrivés sur l'acier en Chine, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis où? Ils sont partis au Vietnam, ils sont partis en Thaïlande. Bon, maintenant, ça a pris quand même 4-5 ans pour que les usines arrivent. Donc, il faut prendre un peu de recul. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est être capable de naviguer cette complexité. Il faut être confortable avec ça. Alors, je ne sais pas comment vous faites vous, mais en tout cas, il faut que vous soyez confortable avec ça. Vous allez recevoir des injonctions contradictoires. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos équipiers. C'est ce genre de compétences dont on a le plus besoin. Et la troisième, c'est bien sûr les aider à se former. Alors, on appelle ça l'upskilling, le reskilling, vous le nommez. Monsieur Lussueur en a parlé. On travaille avec les ponts sur des scénarios sous contrainte. Personnellement, moi, j'étais obligé de me former il y a 3 ans. Je suis allé faire 15 jours au wagon parce que j'arrivais à un moment où, quand je parlais avec des data scientists, on ne se comprenait plus. C'est-à-dire, quand je parlais de précision, c'est quoi la précision de ton modèle? J'avais des réponses de data scientists qui me disaient, mais je ne pense pas comme ça, moi. Et j'ai compris que la précision, en fait, c'est un des axes qu'ils utilisent pour qualifier leur modèle. Donc, on est obligé de se former. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand vous avez toutes ces choses qui vous arrivent en même temps, le géopolitique, vous allez avoir maintenant les risques naturels de tremblements de terre, vous avez des données qui arrivent qu'on utilise pour identifier les risques d'inondation, de rupture d'approvisionnement, enfin des choses qu'on n'avait absolument pas. Il faut que vous soyez capable d'absorber tout ça, de prendre du recul et d'utiliser cette nouvelle technologie, ces scénarios qui arrivent, parce que vous avez des données d'entrée qui sont juste phénoménales. Et quand on prend une décision d'achat, la valeur, nous, c'est la compétitivité de l'offre, fois la résilience de l'offre, donc est-ce qu'on se met dans un seul pays ou un seul fournisseur, fois la sustainability. Et dedans, on a quoi? On a le CO2, on a les produits recyclés, renouvelés, puis demain, on aura la quantité d'eau qui est utilisée dans les process, vous aurez la biodiversité, vous allez avoir tout ce qui est éthique, droit humain. Ce sont des choses qui sont en cours de naissance, des contraintes qui vont arriver, que nous voulons porter en tant qu'entreprise, mais qui rendent votre équation de prise de décision extrêmement complexe. Et c'est là où l'intelligence artificielle, enfin où les grands scénarios qu'on est en train de développer, peuvent vous aider à prendre la meilleure décision possible en vous assurant que vous ne faites pas confiance aveuglément à ce qui va sortir de la machine. Chez Vinci, Isabelle, est-ce que le contexte géopolitique, en quoi il vous impacte? Et vous, comment avoir du sang-froid? Chez vous aussi, c'est le mot d'ordre, prendre du recul. Comment ça se passe? Le sang-froid et la prise de recul, donc je partage, il en faut beaucoup.
on essaie de le garder en réfléchissant et en raisonnant sur le temps long. Et donc effectivement, c'est bien ça. Enfin, on a la chance d'avoir un métier dans les infrastructures de temps long. Les contrats d'exploitation de concession, c'est sur plusieurs décennies. Et donc, de toute façon, l'aspect prospectiviste, il est intrinsèque à nos métiers. Donc effectivement, il faut beaucoup de recul et se dire, attends, on ne raisonne pas là dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient, mais sur ce temps long. Sachant que le modèle même de notre entreprise est construit pour être relativement résilient, dans le sens où on a plusieurs métiers, qu'on est plutôt multilocal qu'international. Donc finalement, voilà, nous aux États-Unis, on est américains en fait. Nos entités font leur business au niveau local dans des chaînes d'approvisionnement assez courtes. Mais ce qui est certain, c'est que je pense depuis le Covid et sans doute un peu avant, l'impensable arrive régulièrement dorénavant. Donc tous ces scénarios qu'on traitait de façon théorique dans un lieu comme Léonard qui nous héberge aujourd'hui, on est en train de se dire oui, il y a une partie de ces scénarios-là, on ne sait pas lesquels, mais ils peuvent tomber. Et donc il faut continuer à les travailler, à les anticiper, à les décortiquer, etc. Et la prise de décision, elle n'est pas simple. Ça c'est sûr, et elle est d'autant plus pas simple que les cartes sont régulièrement brouillées. Enfin, on parlait tout à l'heure du réglementaire. On aurait besoin de la direction réglementaire de façon un peu stable. Or, dès qu'il y a une remise en cause de dire voilà, on va faire un pas en avant, se donner 3 ans de plus, etc., on fait bah ouais, mais nous, acteurs économiques derrière, du coup, on fait quoi? On attend, on va en avant, voilà. Et donc, si on n'arrive pas à l'avoir à certains niveaux comme ça, ben on va se le créer par des partenariats. Je veux dire, le jour où on a décidé d'investir sur l'hydrogène, ben on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait aux côtés d'Air Liquide et Total Energy en construisant un fonds. Et on l'a fait au moment où, c'était sortant du Covid, il y avait suffisamment de plans de relance en Europe, en Chine, aux US, qui mentionnaient l'hydrogène comme voilà, un des sujets pour décarboner. Et donc, c'est ce type de signaux qu'il nous faut, mais effectivement, il faut l'alliance minimum collaborative, c'est-à-dire même à l'échelle de grands groupes comme ceux qui sont là autour de la table, c'est pas simple de décider tout seul dans son coin, on va dire, et donc on va avoir besoin d'alliés, et d'où tous ces partenariats aussi avec le monde académique. Plus de partenariats. Donc chez Vicat, alors vous n'avez pas la même organisation que Michelin, vous êtes un acteur avec des organisations plus locales, mais comment vous abordez cette période ? Alors effectivement, la réponse courte, c'est on est un peu comme Vinci. Nous, on a des entités vraiment ancrées localement. Pour exemple, aux États-Unis, on s'appelle National Cement. Donc il n'y a pas plus américain que Vicat aux États-Unis. La seule dépendance, je l'ai un peu évoquée, qu'on a encore et qui peut poser problème, c'est celle sur les fossiles, sur laquelle on travaille très fortement depuis 20 ans. On est très ambitieux, par exemple, pour l'Europe, où dans les années qui vont venir, on va complètement se passer de charbon qui vient d'Australie, par exemple, ou de pétrole qui peut venir de différentes sources et qui a un prix très fluctuant, parce qu'on a vraiment monté des chaînes d'approvisionnement locales, de collecte de déchets. On le fait même dans des pays où nationalement ça n'existe pas. On est très performant par exemple en Turquie et on démarre en Inde. Voilà comment on essaie de se protéger en fait de ces aléas géopolitiques. Et les aléas réglementaires, par exemple, vous dites aux États-Unis, on est un acteur américain, mais on voit bien que la réglementation aux États-Unis est en train de bouger quasi quotidiennement et sans qu'on sache si ce qui est dit aujourd'hui sera encore valable le lendemain. Mais du coup, par exemple, sur la décarbonation, on voit bien clairement que c'est n'est plus une priorité. Oui. Est-ce que ça vous amène aussi à vous poser des questions sur ces sujets-là aux États-Unis? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, on est en train de parler des États-Unis. On ne parle pas des États des États-Unis. Ce n'est pas un pays comme nous, ce n'est pas une homogénéité. Et nous, il se trouve qu'on a les deux extrêmes. On est présent en Californie, où il y a une réglementation locale sur le CO2 qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en Europe. Et on est en Alabama, qui est un État où, quand vous parlez de protection du climat, vous êtes un terroriste. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que nous, on vit localement également des réglementations qui dépendent des États où on est présent. Et peut-être effectivement, quand je disais temps long, en fait, on n'a jamais autant vu le Texas investir dans les énergies renouvelables qu'en ce moment. Tout à fait. Donc nous, on est en train de créer des parcs solaires de plusieurs centaines de gigawatts au Texas en ce moment même, en 2025. Et effectivement, par contre, parfois, il faut savoir parler un peu moins
de certains vocabulaires, c'est-à-dire que du béton bas carbone aux États-Unis, on ne va pas nécessairement l'appeler environnement ou bas carbone. Par contre, il apporte une certaine efficacité opérationnelle, une certaine performance. Voilà. Donc on va changer de vocabulaire et ça permet de continuer à avancer, on va dire, au moins sur plus de moitié des actions, c'est à peu près certain. Jérôme Le Sueur, sur cette question, c'est quelque chose évidemment que vous intégrez complètement dans la formation de vos jeunes ingénieurs. Oui, alors ça change tellement vite que c'est difficile d'adapter les programmes de cours. Non, mais plus sérieusement, c'est sûr que l'école des ponts est couplée au monde académique de façon internationale. Et les changements géostratégiques ont aussi des influences sur les recherches, sur ce que font les chercheurs et donc sur les collaborations de nos chercheurs ou de nos enseignants avec les différents États. Donc actuellement, par exemple, vous avez pu voir qu'il y a des initiatives en Europe et en France. Il y a eu une intervention du président de la République, par exemple, et de Madame von der Leyen à la Sorbonne la semaine dernière, pour voir comment on peut continuer de travailler et peut-être aussi aider un certain nombre de chercheurs, je ne dis pas américains, mais qui travaillent aux États-Unis. Mais ce n'est pas le seul pays, en fait. Il y a aussi l'Argentine, ce n'est pas terrible, sans parler de la Russie. Donc, c'est assez indirect, mais c'est assez important de pouvoir continuer de tisser des liens avec des chercheurs d'autres de ces pays-là et de les aider aussi pour qu'il y ait une continuité scientifique. Parce que le temps long, c'est un temps des grandes entreprises, mais c'est aussi le temps de la science. Et donc, je parlais de rupture temporelle, par exemple, quand vous mesurez des températures, puis qu'il vous manque 12 jours, parce que pendant 12 jours, il y a eu un décret qui a décidé qu'on coupait telle ou telle agence. Vous voyez, c'est assez compliqué. Très bien, alors on va bientôt arriver au terme de cette table ronde. Avant de demander un mot de conclusion à chacun de nos intervenants, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous souhaitez réagir ou poser une question à l'un ou à plusieurs de nos intervenants? Oui, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour passer un micro. Oui, très bien, alors, si vous pouvez passer, monsieur, si vous pouvez juste vous présenter et puis... Bonjour, Paul Delacou, je suis un ancien du master MEP, je travaille chez Engie. Je voulais vous poser une question par rapport à des questions géopolitiques. On a beaucoup parlé de clients, de réponses à des atermoiements vraiment géopolitiques et commerciaux. On parle un peu de démondialisation partielle. On a parlé il y a quelque temps de réindustrialisation. Dans quelle mesure est-ce que c'est une solution ou pas? On en a parlé il y a quelques années, aujourd'hui on n'en parle plus tellement. Est-ce que c'est des solutions pour vous, acteurs industriels, ou pas? Qui veut répondre? Je peux essayer de répondre. Alors, dans l'industrie dans laquelle on opère actuellement, alors nous on avait fait le choix chez Michelin de rester présent dans tous les pays où on opère. Donc on a des usines en France, c'est compliqué. Enfin, il y a eu une intervention de notre président au Sénat pour expliquer un peu le problème de compétitivité auquel on fait face, et qui est une réalité, et que vous ne pouvez pas ignorer. C'est-à-dire que vous avez des pays, Olivier Lazare en parlait, comme la Chine, qui s'est intégrée verticalement et qui, au-delà du coût, de l'excellence opérationnelle, maintenant est intégrée et arrive à sortir une R&D, une excellence qui fait qu'on ne peut pas se passer de cette innovation. Une fois que vous avez dit ça, c'est comment vous faites pour balancer ça. Vous avez une industrie qui est un peu en difficulté peut-être en Europe, en Amérique du Nord, on travaille sur les deux. On travaille sur les deux. Par contre, il faut être clair avec nos partenaires qui sont présents en Europe ou en Amérique du Nord sur le type d'industrie qu'ils vont mettre en place pour rester compétitifs. Et c'est là où on va dire l'approche sur la sustainability, le bas carbone, peut aider à réindustrialiser. Nous, on a accompagné des acteurs qui ont remis des usines en Amérique du Nord ou qui se transforment en Europe, mais avec des industries qui sont extrêmement innovantes et différenciantes. Parce que faire du similaire à ce qui peut se faire bien moins cher en Asie du Sud-Est, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est en fait, je reviens dans l'équation de valeur, c'est la compétitivité, la résilience et la sustainability. Et c'est ça, quand vous multipliez les trois, qui vous permet de faire ce choix. Mais il faut être très clair et très intentionnel sur ce qu'on apporte. On accompagne des startups, par exemple une startup qui est à Clermont qui s'appelle Carbios, qui fait du recyclage de textiles enzymatiques
90% du textile produit dans le monde est fait maintenant en Asie du Sud-Est. Vous n'avez presque plus rien en Amérique du Nord ou en Europe. C'est une start-up qui nous intéresse parce qu'à 2050, il y aura une partie du textile qui sera soit recyclage mécanique, chimique ou enzymatique, et une société comme Carbios pourrait nous aider à ramener une industrie au plus proche de nos usines et donc la rendre résiliente. Donc la réindustrialisation arrivera, mais il faudra que ce soit très différenciant. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, monsieur, on va vous passer le micro. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous transmettre d'abord, et c'est destiné à Marc Pasquet, une question posée par une ancienne du même master spécialisé, Management of Energy Projects. C'est un sujet qu'on évoquera aussi quand on parlera de recyclage et de commerce transfrontalier. Cette ancienne nous dit avoir observé qu'en Afrique, beaucoup de pneus de seconde vie, produits par Michelin ou d'autres, se retrouvaient un peu abandonnés et que les filières de recyclage n'existaient pas. Comment est-ce que vous abordez cette problématique? Et puis après, si j'ai encore le droit à une deuxième question pour Madame Spiegel, je me permettrai de revenir. L'Afrique est une région que je connais parce que j'ai géré l'Afrique, l'Inde et le Moyen-Orient pendant pratiquement plus de 4 ans. Alors, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il y a des chaînes de transformation qui existent en Afrique. Il y a aussi beaucoup de pays en Afrique qui interdisent ces exportations. Mais ça, c'est en fait, on appelle du marché gris qui existe. Vous avez beaucoup de pneus usagés qui partent de Grande-Bretagne, par exemple en Inde ou au Pakistan, parce qu'ils prennent ces pneus, ils font de la pyrolyse et ils en font du brut pas cher, en fait, pour remplacer l'essence. Et ils font ça dans des opérations qui sont très cancérigènes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on a fait en Europe avec Aliapur, où on s'est organisé avec nos concurrents. Nous avons été un membre fondateur dans les années 90 pour faire en sorte qu'on récupère 90% des pneumatiques en Europe. Vous avez plusieurs sociétés aux États-Unis, type Liberty, qui font la même chose. Par contre, effectivement, il y a des marchés qui ne sont pas régulés et on met tout en œuvre pour être capable de les récupérer, les recycler. Et c'est là où le recyclage et le renouvelable sont très importants. Quand vous mettez un pneu en fin de vie à la décharge, vous avez pratiquement 70 à 80% de son poids et de son énergie qui sont toujours présents. Vous avez du métal, vous avez du pétrole. Et c'est un gisement phénoménal de valorisation qu'on cherche à terme à remettre dans nos pneumatiques. Mais rien n'est parfait. On essaie de se mettre dans ce circuit pour mieux l'influencer à terme. C'est en étant dedans qu'on va chercher à l'influencer, à faire en sorte que ces exportations sauvages ne se pratiquent pas. Et la toute dernière question, rapide si possible, avec une réponse rapide aussi. Alors je me présente parce que je ne l'ai pas fait. Là, j'étais simplement le vecteur d'une question. Donc Louis-François Duret, je suis le cofondateur et directeur de ce master spécialisé dont on a parlé. Alors Madame Spiegel, vous nous avez expliqué que le groupe Vinci avait lancé une démarche sur les matériaux critiques il y a déjà quelques temps. On en a abondamment parlé avec Anne-Marie qui est ici présente. Mais dans le fonctionnement de l'entreprise, ce sujet est éminemment transverse. Donc comment vous organisez en fait le travail au quotidien des équipes pour favoriser une prise de décision intégrant cette problématique dans la vie opérationnelle de tous les jours? C'est pas simple. Non, la réponse courte va être difficile. Effectivement, je pense qu'il y a des temps de maturité. Là, on a eu une étude qui a été lancée effectivement avec un petit groupe de personnes, une vingtaine, des représentants des différents métiers pour travailler sur les use cases de façon un peu prospective. Sur des sujets beaucoup plus matures, on va dire. Donc là, on est très, très en amont. On est en train de préparer le futur. On est une poignée de gens qui réfléchissons. Quand on est mature, et je vais reprendre l'exemple du béton bas carbone ou du bois aujourd'hui, où on est sur la mixité des matériaux, en train de former des centaines de collaborateurs. Donc en fait, on va passer, c'est-à-dire une fois qu'on sait ce qu'on va raconter, qu'on connaît la stratégie du groupe, comment se positionner, avec quel partenariat, comment créer des exemples de partenaires, parce qu'on en a fait dans certains pays et qu'on veut les déployer dans d'autres sur une certaine base, effectivement, on va passer par beaucoup d'éducation en interne et passer la main aux entités opérationnelles. On a la chance d'être dans un groupe, mais aussi dans un secteur qui est extrêmement décentralisé, et donc de pouvoir permettre à des collaborateurs, certes parfois d'avoir un peu d'inertie dans la prise de décision, mais par contre de prendre ces décisions informées. Donc le passage de relais par le bon niveau d'information, la mesure d'impact, les indicateurs à suivre, etc., pour nous c'est essentiel, ça fait partie du dispositif pour garder le sens de ce qu'on est en train de développer. Très bien, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin puisqu'on est arrivé au terme et qu'on me fait signe. Donc merci beaucoup à tous nos intervenants.
Merci beaucoup. Et je crois qu'on a 2 minutes de pause avant d'enchaîner avec la session suivante.